dans l'émission Exile-toi, je t'exiliote, l'émission où tu t'exiles du quotidien pour te détendre, t'as un boulot qui t'embête, tes camarades de classe te font des misères, viens avec moi, viens rigoler. Alors aujourd'hui, pour mon épisode 2 de Dur d'être fan de Sonic, vous allez voir à quel point il est dur d'être fan de Sonic dans cet épisode-là, car en effet, ça se complique énormément avec toutes les histoires qui existent chez notre hérisson. Comment on fait pour pas s'y perdre quand on n'est pas fan depuis longtemps, voire plusieurs années? Ceux qui sont nés dans les années 80 ont connu sûrement Sonic grâce à la Mega Drive en 1991, où ce premier jeu est sorti, ou grâce à l'émission À tous pipe sur TF1 avant d'aller à l'école. Souvenirs, souvenirs. Ou que tu aies connu Sonic grâce à Sonic Adventure sur Dreamcast en 99, ou grâce à Sonic Boom. C'était pas drôle. Je parle bien sûr du Sonic Boom qui passait sur Gulli ou Canal J. Ou que tu ne t'y connaisses absolument pas. Eh bien, sache que cet épisode est fait pour toi. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Dur d'être fan de Sonic, épisode 2. La différence entre l'univers japonais et l'univers américain de Sonic. Présentation. Précédemment dans mon épisode 1, on s'est moqué de l'apparence de Sonic. Du coup, on a pu voir qu'il y avait deux apparences du hérisson, à savoir le design américain de Sega of America et le design japonais de Sega of Japan. Ce qui nous a permis de dire qu'il y avait deux univers chez Sonic. Bien sûr, ces deux univers ne s'arrêtent absolument pas à l'apparence du hérisson. Chaque Sega a une histoire différente. La première différence, c'est le nom du scientifique fou et le nom de la planète où Sonic, ses amis ainsi que Robotnik résident. Ce sont les réponses que je vous apporte dans cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Donc nous parlerons de ces deux univers, mais d'une période assez précise, de 1991 à 1998. Avant la Dreamcast, donc avant le Sonic aux yeux verts, et bien sûr, avant Sonic Boom. Au-delà, ça serait trop compliqué. Et puis de toute façon, c'était tellement mieux à l'époque. Mais oui, c'est ça. Non, en fait, c'était surtout beaucoup plus compliqué. Présentation des deux Sega. Alors pour comprendre l'histoire de Sonic et des deux univers, il est impératif du coup de comprendre ce qui se passait chez son éditeur Sega. À savoir qu'il y avait Sega of America et Sega of Japan, les créateurs, et puis Sega Africa, ambiance le Mondis. Sega Africa, attention au chorus. Sega Africa, ambiance le Mondis. Sega Africa, attention au chorus. Oh ya ya. donc on avait Sega of Japan, les créateurs de Sonic, avec la Sonic Team. Et à côté on avait Sega of America, tout ce qui est les univers des dessins animés et des comics. La création du hérisson. Chez Sega of Japan, nous avions à l'époque Alex Kidd, la mascotte de Sega. Eh bien, elle n'a pas su convaincre le public. Donc, ils ont décidé donc de refaire une mascotte et donc de vaincre Mario. Naoto Oshima, dessinateur, designer, très fan de Dragon Ball, décide donc de prendre part à ce projet. Il fait quelques planches, beaucoup de planches qui n'ont pas été retenues. Nous avons Yuji Naka qui est programmeur, de génie d'ailleurs, qui a fait Ghouls and Ghosts, qui est fan de vitesse et tout. On lui a donné le fameux dossier Vaincre Mario, il est pour toi mec, t'as vu.
Et donc, Naoto Oshima lui a demandé s'il était intéressé de travailler avec lui, ce qu'il accepta de suite, évidemment. Et Yuji Naka, qui était très fan de vitesse, a pensé à faire un jeu rapide. Par exemple, il aimait beaucoup Mario. Et ce qui l'embêtait beaucoup dans Mario, malgré le fait qu'il aime beaucoup ce jeu, c'était la vitesse. Il trouvait Mario extrêmement lent. Ça l'a inspiré pour créer Sonic. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais avant tout, il voulait créer un style de jeu rapide. Donc, au début, ils ont pensé à un lapin. Ils ont pensé qu'il pourrait prendre des objets et les balancer avec ses oreilles. Mais ce mouvement était beaucoup trop lent par rapport à l'objectif qui s'était fixé. Du coup, ils ont pensé faire un personnage qui se met en boule. À quoi ils ont pensé au début? À un tatou, et puis, ensuite, ils ont pensé à un hérisson. Un hérisson rapide? C'était tellement rigolo que, allez, c'est parti, on y va les mecs. Et puis, plusieurs dessins sont arrivés jusqu'à arriver Monsieur Harinetsumi, qui en japonais veut dire la souris à pic mot à mot, mais en fait ça veut dire hérisson. Ensuite, ils l'ont appelé Sonic et l'ont un petit peu élargi les piquants. Un autre membre qui est arrivé, Monsieur Hirokazu Yasuhara, qui s'occupait du game design, et il s'est d'ailleurs beaucoup inspiré des flippers pour faire Sonic en fait, avec les boucles, tout ça, t'as vu. Et c'est comme ça que la Sonic Team a débuté. Créons une histoire pour notre héros. Pour ce petit personnage, il fallait bien lui inventer un background, une histoire. Naoto Oshima a pensé à quelque chose. Il était très fan également de pop music, de Michael Jackson. D'ailleurs, la pochette de Sonic 1, les couleurs s'en est inspirée, de l'album Bad. Il décide alors de faire de Sonic un rocker. Il faisait partie donc d'un groupe de rock et avait une petite amie qui s'appelait Madonna, une belle blonde pulpeuse. Dans les années 90, c'était plutôt monnaie courante de voir des animaux anthropomorphes avec des belles femmes, par exemple Roger Rabbit avec Jessica Rabbit, ou alors le loup dans Tex Avery, par exemple. Mais Tom Scalix, le nouveau directeur de Sega of America, n'a pas voulu de cette histoire canon. Il disait tout simplement, mais un espèce de bonhomme bleu bizarre avec une humaine, mais n'importe quoi. Now it is my time to return the favor. I care not what happens to me, but please heed my voice. Sonic, come back. To me. To us. C'est fini? Oui, oui. Le projet a été refusé et Sega of Japan en particulier, la Sonic Team, l'a très mal vécu. Ils étaient bien habitués à ce scénario. Donc ils ont dû inventer une autre histoire un peu plus écologique. C'est le méchant docteur qui veut dominer le monde. Comment va-t-il faire? Il enferme les animaux dans ses robots afin de les fournir en énergie. Et tout ça pour trouver les 6 Chaos Emeralds, ou les Chaos Emeralds, afin de dominer le monde. Et bien sûr, Sonic va l'en empêcher, évidemment. Et voilà comment la toute première histoire canon de Sonic a été créée au Japon. Créons une autre histoire canon! Sega of America se sont dit, on va quand même créer une histoire pour le hérisson, mais histoire de dire un petit peu aux occidentaux pourquoi un hérisson est bleu, et pourquoi il a de l'argent piquant et tout ça, parce que ça tombait sous sens pour eux. Ils ont créé l'histoire canon, et vous la connaissez tous car vous l'avez vu dans mon épisode 1, il s'agit de la BD de Francis Mao en 1991, sortie uniquement en Amérique du Nord, qui s'appelle Sonic the Hedgehog, qui était pour promouvoir le tout premier Sonic sur Mega Drive. Mais cette histoire canon ne fut connue qu'à partir de 1994 en Europe grâce à la BD de Fleetway, The Origin of Sonic. Alors dans mon épisode 1, tu as vu celle de Fleetway. Maintenant tu vois celle de Francis Mao, chacun son tour, pas de jaloux. Je rappelle que ce récit est tiré de la Sonic Bible, le document officiel de Sega of America, et si tu veux en savoir plus, regarde mon épisode 1. Voici l'histoire canon proposée par Sega of America. D'après la Sonic Bible, Sonic était marron au tout début,
Dans la Sonic Bible, Sonic s'échappait d'un tremblement de terre et avait creusé et a atterri dans le laboratoire du fameux docteur, le docteur Ovi Kentobor, qui ne s'appelait pas Robotnik à l'époque et qui était gentil. Il arriva dans ce laboratoire et le docteur dit alors, sans voir que Sonic était là, « Eureka !»« Quoi ? Que fais-tu ? J'ai créé le compresseur de chaos rétro-orbital. » Sonic lui répond, « Mais il compresse quoi, les ordures ?»« Non, pas du tout. En fait, il enferme tout le mal de Mobius à l'intérieur de ces 6 émeraudes. Une fois les émeraudes détruites, le mal sera éradiqué et ce pour toujours de la planète. » Mais attends une minute, j'ai cru voir un Erinaceus Europaeus. Mais qui es-tu ? Sonic lui répond, « Bah tu ne le sais pas, je suis Sonic le hérisson. » Et c'est comme ça qu'ils sont devenus très vite bons amis. Un jour, le docteur voulait alors faire des expériences sur la vitesse du hérisson. Du coup, il réfléchit en rapport à la théorie de Eggstein. L'énergie de la masse passe à la vitesse. Et du coup, Sonic court, tout en pensant, ce Eggstein, mais quel vitellus, LOL! On entendit un gros boom dû au franchissement de la barrière du son. Et Sonic était devenu bleu à cause de l'effet cobalt. Il avait un petit peu massacré ses chaussures qu'il avait. Du coup, le docteur décide de lui fabriquer les fameuses Power Sneakers rouges qui empêchent la friction. Et un beau jour, le docteur Ovi Kentobor a eu faim. Il dit à Sonic, Sonic, tu peux me cuire un œuf dur et m'apporter un soda s'il te plaît. Déjà, mais quel service rapide! Et le hérisson lui dit alors, mais que fais-tu? Il dit alors, très inquiet, il prend son œuf et il dit, eh bien, vois-tu, tant que je n'aurai pas trouvé la 7e émeraude grise, je ne pourrai pas stabiliser la machine, il faut que je trouve un moyen. Et là, il renverse le soda. Et c'est à ce moment-là que tout le mal s'est infiltré en lui et que l'œuf lui donna cette fameuse forme ronde, cette forme sphérique, et que le docteur Ovi Kentobor s'est transformé en docteur Ivo Robotnik. Et depuis lors, Sonic doit affronter le docteur Ivo Robotnik sur la planète Mobius. Nous avons plusieurs références aux œufs. Nous avons Eggstein, le docteur Ovi Kentobor, ovum, ovi, qui veut dire œuf en latin. Evil, et non pas Ivo comme disent les Américains. Ivo qui fait penser à evil. Toutes ces références aux œufs font en fait référence au vrai nom de Robotnik dans la version japonaise de base qui est Eggman, l'homme œuf. Qui a inventé le nom de Robotnik? Qui a inventé tous ces mots? Qui a pensé à mettre tous ces mots en rapport aux œufs? Eh bien, c'est Dean Seaton qui était chargé de la traduction des jeux japonais en anglais. Sauf qu'il ne savait pas que sa traduction, à l'époque, allait au-delà de l'Amérique, en fait. Il savait pas trop. Il a nommé la plupart des badniks, hein, tu sais, les robots, là. Mais il n'a pas inventé le nom badnik. Il précise bien. De cette version américaine sont nés plusieurs dessins animés. Et nous verrons ça dans la suite du chapitre 2, Sega of America, les dérivés de l'histoire canon américaine. Petit 2, les dessins animés. Restez connectés, à bientôt!